Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre.
Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques. Ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes
qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte.
Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Si un jour tu survoles les déserts du sud du Pérou, tu remarqueras des lignes blanches distinctes sur le fond rouge couleur rouille. En y regardant de plus près, tu verras des formes claires, des lignes droites, des rectangles, des triangles, des spirales. On dirait qu'il s'agit de parties d'immenses dessins. Tu remarques un singe, une baleine, un condor, un colibri, etc. Les lignes ont été créées il y a plus de 2000 ans par les habitants de la culture Nazca. Grâce au climat sec et au vent fort du désert, la plupart des lignes de Nazca sont encore visibles aujourd'hui. Pour les créer, les Nazca ont enlevé la couche supérieure de cailloux et ont ainsi révélé le sol sous-jacent. La couleur du sol varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre, de sorte que les lignes ont toujours un aspect différent. Il semble que les créateurs des lignes aient commencé par des modèles à petite échelle et qu'ils aient augmenté les proportions pour créer des dessins à grande échelle. Depuis leur découverte dans les années 1920, les scientifiques tentent de déchiffrer la signification des lignes de Nazca. Mais la première référence à ces lignes est en fait bien plus ancienne, puisqu'elles figurent dans la chronique du Pérou du XVIe siècle, où elles sont décrites comme des balises dans le désert. Étant donné qu'il est impossible d'étudier les lignes et leur symbolisme depuis le sol, elles ne sont devenues mondialement connues que dans les années 1930, avec l'avènement des avions commerciaux. 10 ans plus tard, le professeur américain Paul Kosok, qui effectuait des recherches sur les lignes, a remarqué une chose intéressante. Lorsqu'il a levé les yeux de la ligne, celle-ci pointait directement vers le soleil couchant. Cela s'est produit un jour après le solstice d'hiver, et le scientifique en a conclu que les lignes devaient être le plus grand livre d'astronomie du monde. La scientifique allemande Maria Reich, surnommée la Dame des lignes, a soutenu la théorie selon laquelle les géoglyphes servaient de calendrier et avaient une fonction astronomique.
Elle a consacré 40 ans de sa vie à l'étude des lignes et les a balayées centimètre par centimètre. Elle s'est également installée dans une petite maison à proximité des lignes pour les protéger des visiteurs indésirables. Puis, dans les années 1970, des chercheurs américains ont remis en question la théorie liée à l'astronomie. Ils ont remarqué que dans une région comme Nazca, l'un des endroits les plus secs de la planète avec seulement 20 minutes de pluie par an, l'eau est un véritable trésor. Et les lignes droites et les trapèzes doivent y être pour quelque chose. Ils pourraient indiquer les lieux où se déroulaient les rituels organisés par la population locale pour obtenir de l'eau et rendre les cultures plus fertiles. Les images d'animaux dans la région des Andes sont également liées à l'eau. Les araignées sont considérées comme un signe de pluie. Les colibris représentent la fertilité et les singes vivant en Amazonie symbolisent l'abondance de l'eau. Ces dernières années, les lignes de Nazca sont devenues le terrain de recherche d'archéologues de l'université de Yamagata. Ils utilisent des photographies aériennes à haute résolution et des drones pour découvrir et cataloguer les géoglyphes. L'équipe a identifié un total de 358 géoglyphes à ce jour, dont 168 rien qu'en 2022. Ils ont trouvé des images d'humains, de camélidés, d'oiseaux, d'orques, de chats et de serpents, probablement créées entre 100 avant notre ère et 300 de notre ère. Certaines de ces images mesurent entre 3 et 6 mètres de long. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait pu les détecter auparavant. À titre de comparaison, les plus grands géoglyphes mesurent 365 mètres de diamètre, soit environ la hauteur de l'Empire State Building. Les chercheurs pensent que les lignes de Nazca étaient utilisées comme moyen de communication dans le désert. Les lignes linéaires indiquaient la direction à suivre d'une vallée à l'autre. Les lignes tracées sur les pentes semblent avoir été tracées le long d'anciens chemins entre les villages. Les scientifiques envisagent maintenant de trouver des modèles dans les géoglyphes en fonction de leur distribution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images. L'IA génère des dessins susceptibles d'être peints dans le désert, et l'équipe vérifie ensuite s'ils font effectivement partie des lignes de Nazca. Un autre géoglyphe péruvien célèbre est un candélabre légèrement plus haut que le Washington Monument, 182 mètres. Il se trouve sur une colline en bord de mer dans la péninsule de Paracas. Les chercheurs ont réussi à déterminer l'âge approximatif du candélabre en analysant les objets trouvés à proximité. Il semblerait dater d'environ 200 ans avant notre ère. Le dessin est gravé profondément dans le sable. Il n'a jamais été conçu pour ressembler à un candélabre. Selon une théorie, le dessin devait ressembler au trident d'une divinité inca pour lui plaire. Une autre théorie populaire veut que les marins l'aient utilisé comme balise de navigation. L'Effigy Mounds National Monument, situé sur le fleuve Mississippi, compte 195 tumulus amérindiens connus. La plupart d'entre eux sont de forme conique, et plusieurs ont l'apparence d'oiseaux, de cerfs, de tortues, d'ours et de panthères. Les scientifiques ont établi que les monticules datent d'environ 450 avant notre ère, et que les images sont un peu plus jeunes. Une étude des monticules a révélé la présence d'outils en cuivre, en os et en pierre. Les descendants des bâtisseurs affirment que les monticules servaient de sites cérémoniels. Cette histoire est transmise de génération en génération. Certains historiens pensent que les tumulus auraient également pu servir à marquer des événements célestes ou des territoires. Le sud-ouest américain et les régions voisines du Mexique comptent plus de 300 Untalios, qui sont des images géantes gravées dans le sol. Les plus célèbres d'entre eux sont les Untalios de Blythe, en Californie, à l'ouest du fleuve Colorado. Les géants de Blythe sont un groupe de 6 figures, dont celle d'un être humain et d'un animal. Les scientifiques pensent que ces images ont entre 450 et 2000 ans. Selon la tribu locale Moave, il y a une image de Mustamo, le créateur de la vie. La figure animale représente un lion de montagne qui lui servait d'aide. La plus grande figure est presque aussi haute que la tour penchée de Pise, 50 mètres. Les créateurs des Intailles ont dû gratter la roche sombre du désert jusqu'à ce que la terre plus claire apparaisse. Il est pratiquement impossible de les remarquer depuis le sol. C'est pourquoi ils n'ont été découverts que dans les années 1930, lorsqu'un pilote qui les survolait a accidentellement regardé vers le bas. La meilleure façon de voir les géants reste encore l'hélicoptère. Le Kazakhstan peut s'enorgueillir d'avoir ses propres lignes de Nazca, un ensemble d'environ 260 travaux de terrassement dans le nord du pays. Les géoglyphes des steppes présentent une grande variété de formes géométriques, notamment des carrés, des croix,
des cercles et un motif à 3 branches. Les créateurs de ces images ont utilisé des matériaux tels que de la terre, des roches et du bois pour les construire à partir du sol. C'est un économiste local qui a repéré les géoglyphes pour la première fois en 2007, alors qu'il naviguait sur Google Earth. Les archéologues supposent que les structures remontent à 8000 ans, mais ils ne savent toujours pas qui les a construites ni pourquoi. Selon une théorie, les lignes permettaient de suivre le mouvement du Soleil. La NASA s'est intéressée à cette découverte car les lignes sont beaucoup plus anciennes que celles du Pérou. Elle a pris des photos des géoglyphes de la steppe depuis l'espace pour tenter de percer leur mystère. Un autre élément qui rend ces lignes si particulières est leur taille. L'une des plus grandes a des côtés aussi longs qu'un porte-avions. Les seuls humains qui auraient pu les construire sont les tribus nomades de l'âge de pierre. Mais il est peu probable que celles-ci disposaient d'outils aussi perfectionnés. Si c'était le cas, cela signifierait que les archéologues doivent revoir les capacités de nos lointains ancêtres. Organiser un si grand nombre de personnes pour qu'elles travaillent ensemble sur un projet complexe est une prouesse. Bien que le cheval blanc situé sur une colline verdoyante de l'Oxfordshire, en Angleterre, puisse facilement passer pour de l'art moderne, il s'agit en fait de l'un des géoglyphes les plus anciens. Il a été créé entre l'âge du bronze et l'âge du fer, 1740-210 avant notre ère, et constitue la plus ancienne figure de colline taillée dans la craie en Grande-Bretagne. Celui qui l'a créé a dû enlever le gazon pour révéler la partie blanche et crayeuse du sol. Les scientifiques ne peuvent que deviner la raison pour laquelle cette œuvre d'art a été créée. Il pourrait s'agir d'un symbole de fertilité ou d'un moyen de marquer un territoire. Les images aériennes prouvent que le cheval a changé au fil du temps à cause du sol. Il a fallu plusieurs siècles pour révéler une forme plus grande, semblable à celle d'un cheval, qui se trouve sous ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a environ 150 000 ans, des hommes-dragons, au crâne démesuré, aux orbites rectangulaires et aux dents gigantesques, erraient dans les forêts glacées du nord de la Chine. Ce nom ne leur vient pourtant pas de créatures mythiques cracheuses de flammes, mais d'un fleuve, le Heilongjiang, ou rivière du dragon noir, près duquel des ouvriers découvrirent fortuitement un premier crâne en 1933. Le crâne, extrait de la vase du fleuve, était de grande taille et presque intact. Il présentait une boîte crânienne étirée et une arcade sourcilière proéminente. Il devait sembler si redoutable que l'ouvrier qui en fit la découverte préféra le cacher pendant des années au fond d'un ancien puits. Peu avant sa mort, en 2018, il révéla le secret à ses petits-enfants, qui s'empressèrent de retourner sur place. Ce n'est qu'en 2021 que les chercheurs purent enfin étudier le crâne. Ils y relevèrent une combinaison étonnante de traits morphologiques. Un crâne court et large, rappelant celui des anciens hominidés, une dent à 3 racines, anomalie rarissime de nos jours. Et paradoxalement, des pommettes fines, plutôt communes aujourd'hui. Pour déterminer l'origine de ce spécimen, une équipe de chercheurs analysa 95 fossiles, incluant crânes, mâchoires et dents provenant de divers groupes humanoïdes. Ils examinèrent minutieusement plus de 600 caractéristiques anatomiques, afin de mieux comprendre les liens de parenté entre ces lignées humaines. Un puissant système informatique généra alors plusieurs milliards d'arbres phylogénétiques retraçant leur évolution. L'objectif de cette modélisation était d'identifier le scénario évolutif le plus simple, que les spécialistes considèrent généralement comme le plus plausible. À l'issue de ces analyses, les résultats indiquèrent que le crâne de l'homme-dragon appartenait à une lignée humaine encore inconnue, très proche cependant des humains modernes. Il fut établi que cet individu avait vécu il y a au moins 146 000 ans, quelque part en Asie orientale. À cette époque, l'Homo sapiens coexistait avec d'autres lignées humaines proches, telles que les Néandertaliens et les Denisoviens. L'émergence de l'homme-dragon, ou Homo longi, comme il est également désigné, pourrait bouleverser notre compréhension de l'évolution humaine. Il se pourrait même qu'il soit plus étroitement apparenté à l'humain moderne que ne le sont les Néandertaliens. Jusqu'à très récemment, nul ne savait à quoi ressemblait son visage. Un chercheur brésilien, Cicero Moraes, a élaboré un modèle numérique en 3 dimensions du visage de l'homme-dragon à partir de son crâne. Comme certaines portions osseuses manquaient, il a eu recours au crâne complet d'un autre hominidé, Homo erectus, pour en compléter les parties absentes. Il a ensuite utilisé des scanners d'humains actuels et de chimpanzés afin de reconstituer la disposition des muscles et des tissus cutanés sur l'ossature. Afin de rendre ce modèle plus convaincant et proche du vivant, il y a intégré des éléments tels que des cheveux et des nuances de couleurs, donnant ainsi corps à l'homme-dragon.
Le résultat final a révélé que celui-ci possédait le plus grand crâne jamais mis au jour parmi les anciens humains, un diamètre d'environ 65 cm. Son volume crânien rivalisait ainsi avec celui d'un gorille, voire d'un lion. Selon les chercheurs, sa corpulence remarquable aurait pu lui permettre de résister aux hivers rigoureux de Harbin, site de la découverte, où les températures avoisinent encore aujourd'hui les -16 degrés. Le statut de l'Homo longi continue toutefois de susciter des débats. Certains contestent qu'il s'agisse d'une espèce à part entière ou remettent en question sa place dans l'arbre généalogique humain. D'après eux, les traits singuliers de son crâne pourraient résulter de sa taille inhabituelle plutôt que d'une divergence évolutive. Il n'est pas rare que des individus d'une même espèce présentent des différences marquées selon leur âge, leur sexe, leur environnement ou l'ancienneté du fossile. Plusieurs chercheurs y voient même un parallèle avec le crâne de Dali, découvert en Chine et généralement attribué à une espèce humaine bien connue, Homo daliensis. À cela s'ajoute l'énigme des Denisoviens, un ancien groupe humain ayant peuplé l'Asie durant plusieurs millénaires, mais dont les vestiges fossiles restent rares. À ce jour, la plus proche correspondance avec l'homme-dragon serait une mâchoire fracturée découverte au Tibet en 2019. Certains chercheurs y voient un indice que l'homme-dragon pourrait en réalité être un Denisovien. D'autres se montrent plus prudents, car l'absence de mâchoire sur le crâne de Harbin empêche toute comparaison directe. Les Denisoviens ont été identifiés pour la première fois en 2008, lorsqu'un fragment minuscule de phalange a été exhumé dans la grotte de Denisova, nichée dans les monts de l'Altaï. Les analyses m'ont révélé que cet os provenait d'une fillette âgée de 5 à 7 ans, décédée il y a environ 40 000 ans. Les conditions glaciales de la grotte avaient permis de conserver l'os dans un état exceptionnel. Quelques années plus tard, une autre équipe de chercheurs est parvenue à en extraire de l'ADN. On l'a comparé à celui des humains actuels, ainsi qu'à celui d'une autre espèce humaine disparue, les Néandertaliens. Il présentait des similitudes avec les deux, mais s'en distinguait aussi de manière suffisante pour indiquer qu'il appartenait à une espèce humaine encore inconnue. Ce groupe, dont personne n'avait jusque-là soupçonné l'existence, fut baptisé Denisovien en référence à la grotte où avait été exhumé cet os minuscule. Par la suite, 3 autres fossiles dénisoviens, dont plusieurs dents, furent également découverts dans cette même cavité. L'origine exacte des Denisoviens demeure incertaine, mais on avance qu'ils pourraient descendre de l'Homo erectus, une espèce parmi les premières à présenter des traits semblables aux nôtres. Ces humains aux longues jambes et aux bras raccourcis étaient adaptés à la marche sur de longues distances. 700 000 ans plus tôt, une partie d'entre eux quitta l'Afrique pour s'aventurer jusqu'en Eurasie. Ils devinrent les ancêtres communs des Denisoviens et des Néandertaliens. Vers 370 000 ans avant notre ère, ces deux lignées se scindèrent. Les Néandertaliens migrèrent vers l'ouest, en Europe et en Asie occidentale, tandis que les Denisoviens s'étendirent vers l'est, en Asie orientale et du sud-est. Certains atteignirent même les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au-delà, franchissant la ligne Wallace qui marque la frontière entre l'Asie et l'Australie. Des recherches génétiques récentes menées sur des populations d'Asie du Sud-Est laissent entrevoir une diversité insoupçonnée chez les Denisoviens. Ils pourraient ne pas avoir constitué un groupe homogène, mais 3 lignées distinctes, et l'une se serait autant différenciée des autres Denisoviens que les Néandertaliens eux-mêmes. Les Denisoviens auraient peut-être survécu plus longtemps que les Néandertaliens, disparus il y a environ 40 000 ans. Une étude révèle qu'un groupe de Denisoviens aurait coexisté avec les humains modernes en Nouvelle-Guinée jusqu'à 30 000 ans avant notre époque, voire jusqu'à 15 000 ans. Si c'était avéré, ils seraient les derniers représentants d'une humanité archaïque à avoir vécu aux côtés de notre espèce. Cette révélation étonnante s'inscrit dans une série croissante de découvertes attestant de la diversité humaine dans l'Asie ancienne. L'émergence récente d'une nouvelle espèce, Homo luzonensis, identifiée aux Philippines, renforce cette idée. Les scientifiques considèrent désormais les îles d'Asie du Sud-Est comme un foyer majeur d'évolution humaine. Mieux comprendre ces ancêtres permettrait non seulement d'approfondir nos connaissances sur la génétique des populations locales, notamment en Indonésie, mais aussi de faire progresser la médecine dans toute la région. Les chercheurs ont mis au jour des indices précis dans l'ADN révélant que les anciens groupes humains se sont dissociés il y a fort longtemps. Lorsque Homo sapiens a quitté l'Afrique, il s'est mêlé à d'autres populations archaïques, transmettant ainsi, au fil des générations, de petits fragments d'ADN issus de ses lointains ancêtres.
Les scientifiques ignorent encore avec certitude pourquoi les Denisoviens et les Néandertaliens ont disparu, tandis que Homo sapiens a perduré. Une explication plausible réside dans le fait que Néandertaliens et Denisoviens vivaient en petits groupes très soudés, ce qui aurait pu engendrer, à terme, des problèmes de consanguinité. Nos ancêtres, en revanche, formaient de vastes communautés dotées d'une diversité génétique plus importante, favorisant leur santé et leur capacité d'adaptation. Par ailleurs, Homo sapiens bénéficiait de remarquables liens sociaux, facilitant le partage d'idées novatrices, d'outils et de savoir-faire essentiels à la survie. En définitive, les Denisoviens n'ont pu surmonter les profondes transformations terrestres et ont peu à peu disparu. Cette demeure confortable avec vue magnifique sur la mer Méditerranée fera un parfait abri contre la pluie. Voilà à quoi aurait pu ressembler une annonce immobilière pour l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans. Tu vas aujourd'hui découvrir des grottes étranges et merveilleuses dans lesquelles tu pourrais vivre, ou pas. Bien sûr, à l'époque, ni l'immobilier ni la publicité n'avaient encore été inventés, sans parler du fait que les Néandertaliens ne savaient pas construire de maisons et vivaient souvent dans des grottes. Pourtant, l'une de ces grottes ressemble énormément à un immeuble d'habitation. Elle est située à l'intérieur d'un haut monolithe calcaire, connu comme étant le rocher de Gibraltar. Si les Néandertaliens avaient possédé une économie, les grottes à l'intérieur de ce rocher auraient certainement coûté une fortune. Des marins l'ont découverte en 1907, tout simplement en remarquant un grand trou à l'intérieur de l'imposant rocher. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont étudié cet endroit et ils y ont trouvé des traces de Néandertaliens. Ils ont découvert des outils anciens dans la grotte ainsi que des ossements d'animaux. Mais le plus cool, c'est qu'ils ont trouvé pas moins de 4 grottes à l'intérieur du rocher. C'était comme un petit complexe résidentiel. Les Néandertaliens vivaient aux côtés de leurs voisins et s'entraidaient pour la chasse et la pêche. Ils décoraient leur demeure de plumes et dessinaient des formes abstraites sur les murs. Imagine-toi que ces anciens hominidés passaient leur temps dans ces grottes il y a 100 000 ans. Et maintenant, ce sont les scientifiques qui passent tout leur temps à étudier en détail la vie de l'homme de Néandertal. Fin 2021, des archéologues ont découvert un trou ouvrant sur un tunnel à l'intérieur de l'une des grottes. Ils se sont glissés dans cette ouverture et ont dégagé un espace jusqu'alors inconnu sous le plafond de la grotte. Cet endroit était inaccessible depuis plus de 40 000 ans. Et il semble que cet était l'un des appartements les plus prestigieux de tout le complexe de la montagne. Il possède de hauts plafonds couverts d'anciennes stalactites. Des rideaux de pierre effondrés divisaient l'appartement en plusieurs pièces. Ces scientifiques ont aussi trouvé des restes d'animaux ainsi que des marques de griffes sur les murs. Il semble que les Néandertaliens n'aient jamais vécu ici, mais ils avaient l'habitude de visiter cet endroit. Les archéologues y ont également trouvé la coquille d'un escargot de mer appelé Nucella lapillus, ou pourpre de l'Atlantique. Un Néandertalien l'aurait apporté dans ce lieu pour une raison qu'on ignore. Mais les principaux propriétaires de cet endroit étaient les hyènes. Ces grottes montrent que les Néandertaliens étaient plus proches des humains que des singes. Ils avaient un mode de vie et même quelques coutumes propres. Il reste encore beaucoup de travail et les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes à l'intérieur de ce rocher. Entre-temps, en 2003, des archéologues ont découvert une autre habitation ancienne sur l'île de Flores, en Indonésie. Au cœur de la jungle verdoyante, ils ont trouvé une grotte abritant des outils anciens. Au début, tout le monde a pensé que nos ancêtres humains avaient vécu ici. Mais peu après, les scientifiques sont tombés sur un étrange squelette d'adulte. Une analyse approfondie a montré que le squelette appartenait à une femme de 30 ans mesurant 1 mètre, soit à peine un peu plus que la moitié d'un adulte moyen. Le poids de la femme était égal à celui d'un berger allemand adulte. Le squelette n'appartenait ni aux Néandertaliens ni aux Australopithèques. Il s'agissait d'une nouvelle espèce inconnue que les scientifiques ont baptisée Homo floresiensis et surnommée le Hobbit. Il y avait aussi des restes d'animaux anciens encore jamais vus dans la grotte. Il y avait un éléphant de la taille d'une vache, de grandes cigognes et des rats géants. Les archéologues ont découvert que les hobbits n'étaient pas les propriétaires de cet endroit. Les principaux habitants étaient des rats gros comme des chats. Ils se battaient peut-être comme les hobbits d'ailleurs. Des analyses ont démontré que l'Homo floresiensis n'était pas notre ancêtre direct. Il fait partie d'une branche distincte de l'évolution. Le squelette des hobbits ressemble davantage à celui d'un singe qu'à celui d'un humain moderne. En 2009, dans la jungle luxuriante du Vietnam, des archéologues ont découvert la grotte Hang Son Doong, la plus vaste du monde.
Si tu entres dans cette grotte et que tu cries, tu entendras ton écho pendant longtemps. À certains endroits, la hauteur de cette grotte atteint la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Et sa superficie totale est plus grande qu'un pâté de maison du centre de New York. Hang Son Doong est l'une des 3 grottes de la jungle vietnamienne. De nombreux labyrinthes relient ces grottes. À l'intérieur, tu peux trouver des plantes et des arbres uniques qui vivent complètement coupés du monde extérieur. C'est une véritable jungle souterraine. À certains endroits, on trouve des plafonds effondrés qui laissent entrer la lumière du soleil. En plus de la flore peu commune, tu y verras de très anciennes stalactites. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Ils étaient là avant même l'apparition des dinosaures. Il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. L'eau de pluie qui tombe par les trous des plafonds les a formées au cours des siècles. Ces ruisseaux rapides ressemblent au toboggan d'un parc aquatique. Ils conduisent à des labyrinthes souterrains que personne n'a encore vus. Les scientifiques n'ont étudié qu'une petite partie de toutes ces grottes. La grotte suivante, elle aussi des plus étranges, se trouve en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de lucioles vivent à l'intérieur. Chacune d'entre elles brille d'une lumière bleutée. Ensemble, elles illuminent la grotte. Tu auras peut-être l'impression d'être sur une autre planète, mais tu ne pourras pas rester très longtemps. Il y a partout des appareils pour mesurer l'air. Les scientifiques veillent à ne pas excéder le niveau de dioxyde de carbone nécessaire à l'existence des lucioles. Ces insectes sont très sensibles à l'environnement. S'il y a trop de monde dans la grotte, ou si les gens restent trop longtemps, le personnel du parc leur demandera de quitter les lieux. C'est comme si tu volais l'oxygène des lucioles. Nous avons donc vu quelques grottes plutôt étonnantes. Mais que dirais-tu d'une grotte effrayante ? Nous allons pour cela dans le désert de la province d'Al-Mara, au Yémen. Ce que nous cherchons n'est pas une grotte, c'est juste un trou noir dans le sol, en plein milieu du désert. Il est grand, de la taille d'un terrain de basket. Ce n'est pas sa taille qui est effrayante à vrai dire, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce que c'est. Des profondeurs de ce gouffre noir, une odeur dégoûtante d'œufs pourris se dégage constamment. Et parfois, on peut entendre des sons étranges et terrifiants. La noirceur du trou géant du Yémen absorbe tous les rayons du soleil. Tu ne verras donc pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même avec une puissante lampe de poche. Des gens ont survolé cet endroit en hélicoptère. Ils l'ont filmé à l'aide de drones et des puissants objectifs, mais ils n'ont rien pu immortaliser, si ce n'est l'obscurité totale. On dirait une énorme tache d'encre au milieu du sable doré. Les habitants même ont peur de s'approcher de cet endroit. Ils pensent que la grotte conduit vers une autre dimension où vivent des créatures maléfiques. Pour l'instant, le trou du Yémen est l'un des phénomènes les plus mal étudiés et les plus mystérieux de notre monde naturel. Comment est-il apparu ? Depuis quand existe-t-il ? Où mène-t-il ? Nos scientifiques tentent de trouver des réponses à ces questions. Selon certaines théories, le trou serait apparu à cause de travaux de construction. Des géologues auraient foré le sol à proximité à la recherche de minéraux. Cela aurait provoqué des mouvements dans la croûte terrestre et causé l'effondrement de la surface. Mais personne ne peut prouver cette théorie. Tout au moins, pas encore. Et maintenant, imagine un endroit où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis plus de 5 millions d'années. Il y a peu d'oxygène dans cet endroit qui est froid et humide. Pourtant, la vie y a quand même fait irruption, pas seulement sous la forme de microbes et de bactéries, mais aussi de créatures plus grandes. Les conditions de vie dans cette grotte sont très différentes des conditions que l'on connaît. Alors, dans un sens, cette grotte est un peu comme une autre planète. Il s'agit de la grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Son entrée est un petit trou dans le sol. À l'intérieur, un tunnel mène profondément sous la surface. Les niveaux de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone y sont supérieurs à la normale. L'air ici contient moitié moins d'oxygène qu'à la surface. Il est donc impossible pour les humains d'y demeurer sans bouteille d'oxygène. Mais les animaux qui vivent là se portent très bien. Cette grotte abrite 48 espèces d'organismes vivants. 33 d'entre elles nous sont encore inconnues. Ici, tu rencontreras des insectes extraordinaires, des escargots blancs et des araignées blanches elles aussi, des mille-pattes avec d'énormes moustaches, des crevettes transparentes et des espèces uniques de sangsues. Tous vivent dans ce lieu grâce aux petits organismes autotrophes. Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent des particules de nourriture. Les bactéries s'en nourrissent, d'autres organismes plus grands se nourrissent de ces bactéries, et d'autres organismes plus gros encore mangent les plus petits. Au final, tout le monde se nourrit.
Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement séparé du reste du monde. Tu te souviens des Néandertaliens? Nos cousins humanoïdes du Pléistocène, avec leur nez large et leur front incliné? Ils ont parcouru l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans avant de disparaître. C'est à peu près à la même époque que nos ancêtres, les Homo sapiens, ont décidé de quitter l'Afrique et d'explorer le monde. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il est advenu des Néandertaliens et pourquoi ils n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais grâce à d'importantes fouilles archéologiques et à d'impressionnantes découvertes fossiles, nous en savons désormais un peu plus sur eux. L'une des théories expliquant leur disparition est que le climat ne leur convenait plus. Les partisans de cette idée estiment que Mère Nature se serait retournée contre les Néandertaliens et les aurait anéantis. Toutefois, si l'on examine des sites archéologiques néandertaliens, en Italie par exemple, on ne trouve aucun signe de catastrophe climatique qui aurait pu mettre à mal toute cette espèce. D'autres pensent qu'il aurait pu y avoir une certaine compétition pour les ressources entre les Néandertaliens et les humains. C'est pourquoi les spécialistes ont également creusé autour de plusieurs autres sites archéologiques où Néandertaliens et Homo sapiens auraient-ils pu se côtoyer pendant environ 3000 ans. Dans ce cas, il semble bien que les Néandertaliens aient été un peu en retard sur le plan de l'outillage. Leur technologie était comparable à celle des téléphones à clapet face à l'ère de la réalité virtuelle. Mais qui sait si ces deux espèces se sont vraiment croisées dans cette région particulière? Les preuves sont encore incertaines. La façon dont ils se sont éteints n'est pas la seule information au sujet des Néandertaliens qui suscite notre curiosité. D'autres scientifiques, par exemple, tentent de décrypter certains codes barres moléculaires des Néandertaliens afin d'identifier leurs traits spécifiques. Certains d'entre eux pourraient être communs, crois-le ou non. Certes, l'espèce néandertalienne dans son ensemble s'est éteinte, mais cela ne veut pas dire que des restes de leur ADN ne se retrouvent pas chez l'homme. Bien, tu sais comment les choses se passent lorsque des gens vivent à proximité les uns des autres. Un certain brassage génétique ne peut manquer de se produire. La preuve? Un peu d'ADN de Néandertal retrouvé chez des gens d'aujourd'hui. Et c'est là que les choses se croisent. Les chercheurs ont d'abord pensé que comme les Néandertaliens n'avaient jamais vécu en Afrique, leur ADN se retrouverait pas dans les populations africaines modernes. Or, il s'avère que les Africains possèdent eux aussi environ 0,5% d'ADN néandertalien. Cela ne signifie pas que nos parents néandertaliens se soient simplement téléportés à travers les territoires africains sans laisser de traces derrière eux. Ce que cette découverte implique en réalité, c'est que les premiers humains auraient visité l'Europe, mêlé leur matériel génétique avec celui des Néandertaliens, puis seraient retournés en Afrique. Ça fait beaucoup de migrations. Comment sommes-nous tombés sur cet ADN néandertalien de nos jours, tu demanderas-tu peut-être? Des chercheurs ont rassemblé des milliers de personnes de par le monde. Les participants venaient d'Asie de l'Est, d'Europe, d'Asie du Sud, d'Amérique et d'Afrique. Les pourcentages peuvent varier. Bien entendu, mais environ 20% du bon vieil ADN néandertalien se trouvait encore chez nous, les gens modernes. Bien sûr, le Homo ne possède qu'environ 2% de cette allure d'homme des cavernes. Si tu viens de certains endroits, ou de certaines familles, qui ont un peu plus d'ADN néandertalien dans leur soupe génétique, tu peux atteindre 3% au maximum. Y a-t-il quelque chose de particulier que nous partageons avec nos cousins humanoïdes depuis longtemps disparus? Il s'avère que nos ancêtres néandertaliens nous ont offert bien plus que leur simple compagnie pendant des milliers d'années. Ils nous ont également transmis l'incroyable héritage de leur nez. Les Néandertaliens étaient là pourvus de tarins très performants. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était aussi un atout dans les climats froids. Le genre de froid qui fait givrer tes sourcils et grincer tes dents, ou ton souffle plus gelé avant même de quitter tes lèvres. À cette époque, le nez des Néandertaliens faisait office de calorifère personnel, réchauffant et humidifiant l'air froid et sec qu'ils respiraient. Pour ce genre de conditions climatiques extrêmes, ces impressionnants gratte-ciel nasaux se sont avérés très pratiques. Lorsque nos ancêtres Homo sapiens ont décidé de quitter les savanes ensoleillées d'Afrique pour aller se les geler en Eurasie, ils sont tombés sur les Néandertaliens. Cette rencontre a donné lieu non seulement à un échange d'amabilité, mais aussi à un échange de codes génétiques en vue d'un nez plus grand,
Cette nouvelle pépite génétique a été découverte par des scientifiques qui ont fouillé dans l'ADN de plus de 6000 volontaires. Pour compléter l'étude, ces savants ont minutieusement comparé ces données génétiques à des clichés du visage des volontaires. Ils ont mesuré les distances entre différents points de chaque visage, comme la hauteur de l'arête du nez, par exemple. Ils ont ensuite joué à un petit jeu de repère le marqueur génétique pour déterminer si certains traits du visage étaient liés à des gènes les plus spécifiques. Au terme de cette passionnante course-poursuite, ils ont décroché le jackpot. 33 nouvelles zones génomiques ont été associées à des traits du visage. Un gène remarquable, appelé ATF3, a été retracé jusqu'à nos ancêtres néandertaliens et semble être celui qui détermine la taille du nez. Les participants d'origine amérindienne possédaient ce gène hérité de Néandertal, ce qui expliquait leur nez plus haut. Considérons le gène ATF3 comme un cadeau de pendaison de crémaillère offert par les Néandertaliens à l'homme qui avait quitté l'Afrique pour s'installer dans des climats plus rudes. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que nos ancêtres jouent à se transmettre des gènes. En 2021, la même équipe de chercheurs a découvert un gène influent sur la forme des lèvres, appelé TBX15. Ce gène était un petit mot d'amour des Denisoviens, un autre groupe de nos anciens parents, qui vivaient en Asie et se sont éteints il y a environ 30 000 ans. Une autre partie de la communauté scientifique pense que nos amis néandertaliens avaient une particularité génétique étrange au niveau de leur cerveau. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas survécu. Cette théorie suggère que nous, les humains, devrions notre avancée cérébrale à une mutation génétique singulière. Cette mutation a donné à notre néocortex, la partie la plus intelligente du cerveau, un petit boost en termes de population dans le département neuronal. Ce gène extraordinaire n'est pas si différent de la version néandertalienne. Il ne manque qu'un acide aminé, un peu comme si tu commandais un café avec un sucre au lieu de noir. Cette petite modification se retrouve chez la quasi-totalité des humains modernes. En revanche, nos parents disparus, les néandertaliens, les dénisoviens et d'autres primates, ont tous raté le mémo de la mutation, du moins d'après l'étude. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. Ce n'est pas parce que nous avons plus de neurones que nous sommes nécessairement des génies en comparaison. Ces résultats suggèrent tout au plus que nous avons peut-être réorganisé le cerveau d'une manière qui nous a donné une longueur d'avance sur le plan cognitif. Par ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'une différence entre deux acides aminés. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les scientifiques ont déjà découvert 96 différences entre notre ADN et celui des Néandertaliens, qui auraient pu avoir une incidence sur les différents résultats obtenus par l'espèce. L'étude de l'ADN des Néandertaliens nous a également permis de mieux comprendre leurs relations. En fait, nous avons maintenant des preuves tangibles de ce à quoi ressemblait une famille néandertalienne. Et, étonnamment, elle n'est pas si différente de la nôtre. Pour cette étude, les chercheurs ont recueilli des informations sur un site archéologique néandertalien situé en Asie. Ils ont découvert qu'une famille en particulier comprenait un père néandertalien attentionné, sa fille adolescente et un jeune garçon plein d'entrain qui était peut-être leur neveu ou leur cousin. Le groupe comprenait également une femme plus âgée, peut-être une tante ou une grand-mère. Bon, notre jeune demoiselle aurait fini par faire ses valises avec des adieux larmoyants et par quitter la maison de son papa lorsqu'elle aurait trouvé chaussure à son pied. Si elle avait été un garçon, comme son jeune cousin, elle aurait été une heureuse casanière. Mais nulle inquiétude, elle ne serait pas partie vers un monde étranger. Sa nouvelle communauté compterait probablement des visages familiers et amicaux. Mais comment les scientifiques ont-ils pu prédire la fin de cette histoire ? En parcourant leur patrimoine génétique, les chercheurs ont été capables de déterminer que la structure sociale des Néandertaliens était patrilocale. Cela signifie que la plupart des femmes néandertaliennes quittaient leur foyer lorsqu'elles choisissaient un partenaire et commençaient une nouvelle vie dans une autre famille. Les mêmes recherches montrent que nos clans cavernicoles ne vivaient probablement pas isolés non plus. Les familles vivant à proximité se rendaient probablement dans les mêmes zones d'extraction de roches pour fabriquer leurs outils en pierre, l'équivalent d'une quincaillerie de quartier. Et lorsqu'ils ne fabriquaient pas d'outils, ils étaient occupés à chasser de délicieux repas comme des bouquetins, des chevaux sauvages, des bisons et d'autres créatures errantes. Les scientifiques ont toutefois pris soin d'ajouter que cet ancien portrait de famille n'était peut-être pas représentatif de l'ensemble de la vie sociale des Néandertaliens. Ils ont donc gentiment demandé aux futurs archéologues d'obtenir davantage d'ADN néandertalien.
Au fil du temps, les scientifiques ont mis au jour environ 6000 fossiles d'anciens humains, allant de fragments de crâne à des dents. Pour certains, l'identification ne posait aucune difficulté. Les chercheurs pouvaient immédiatement les rattacher par exemple aux Néandertaliens. Toutefois, pour d'autres spécimens, la classification s'avérait plus complexe. Certains fossiles ne correspondaient à aucune catégorie établie. Mais alors, quelles sont précisément les grandes lignées humaines préhistoriques que nous connaissons aujourd'hui? Jusqu'à récemment, on distinguait 8 espèces humaines primitives. Parmi elles figure Homo habilis, dont le nom signifie « l'homme habile ». Vous vous rappelez sans doute que « homo » signifie « humain » en latin. Ces individus ressemblaient encore à des primates, mais ont marqué une étape essentielle dans notre évolution. Ils furent les premiers à façonner des outils en pierre, ce qui leur permit d'accomplir certaines tâches, notamment la découpe des carcasses. Vient ensuite Homo rudolfensis. De plus grande taille qu'Homo habilis, il possédait un cerveau plus développé, bien qu'il restât éloigné des humains modernes. Par exemple, même si sa structure cérébrale gagnait en complexité, il est peu probable qu'il ait été capable d'une quelconque forme de langage articulé à proprement parler. Puis apparut Homo erectus, premier à adopter une démarche entièrement bipède, suivi par Homo antecessor, considéré comme le dernier ancêtre commun entre l'homme moderne et les Néandertaliens, aux côtés de plusieurs autres espèces du genre Homo, telles que Homo heidelbergensis et Homo floresiensis. L'histoire des énigmatiques Denisoviens demeure encore incomplète. De même, nos connaissances sur l'Homo naledi restent limitées, puisqu'il n'a été découvert qu'en 2013, devenant ainsi la 8e espèce répertoriée. Fait notable, naledi signifie « étoile » en Sotho, un nom choisi en raison du site où il a été mis au jour, les grottes de Rising Star. Les scientifiques ont été déconcertés par cette découverte. Tout portait à croire que ces fossiles remontaient à environ 2 millions d'années. Mais après des analyses approfondies, il s'est avéré que l'espèce naledi était en réalité bien plus récente, son âge étant estimé entre 236 000 et 335 000 ans. Leurs mains semblaient adaptées à la fabrication d'outils, mais aucun vestige de ce type n'a été retrouvé. En somme, il s'agit d'une espèce intrigante dont nous avons encore beaucoup à apprendre. Bien que notre planète n'abrite aujourd'hui plus qu'une seule espèce humaine, Homo sapiens, nous continuons de mettre au jour des lignées anciennes depuis longtemps disparues. Vous vous interrogez peut-être sur l'intérêt de telles recherches. En réalité, ces études sont essentielles pour reconstruire le récit complexe de notre passé préhistorique. En 2024, une découverte majeure a été annoncée. L'identification d'une 9e espèce humaine, Homo juluensis, dont le nom signifie « à grosse tête ». Les chercheurs avancent que ces individus chassaient les chevaux sauvages, fabriquaient des outils de pierre et travaillaient les peaux de bêtes afin de survivre aux rigueurs hivernales. Un scientifique de l'université d'Hawaï a précisé que cette découverte potentielle est survenue alors que son équipe développait une nouvelle approche pour classer les fossiles. Fait notable, l'un des représentants possibles d'Homo juluensis n'est pas totalement inconnu des chercheurs. Les Denisoviens, identifiés pour la première fois en 2010 grâce à l'analyse ADN d'un fragment osseux découvert en Sibérie, n'ont pas encore été officiellement reconnus comme une espèce distincte. Certains spécialistes suggèrent qu'ils pourraient en réalité appartenir à ce groupe nouvellement décrit. Ces individus, à grosse tête, pourraient ainsi contribuer à lever le voile sur l'énigme des fossiles hominidés de Xujiayao, dont les traits hybrides mêlant caractéristiques de l'Homo erectus et de l'Homo sapiens intriguent les scientifiques. Voyez-vous, il est parfois difficile de nommer une réalité quand on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Vous voyez où je veux en venir? De nombreux mystères restent irrésolus, car il manquait aux chercheurs cette pièce essentielle du puzzle qu'est l'Homo juluensis. D'un point de vue purement théorique, nous pourrions même considérer que les humains modernes possèdent un fragment de cet héritage. Vous en doutez? Regardez plutôt ceci. 2 éléments clés doivent être pris en compte dans cette équation. Premièrement, il y a les Denisoviens, que certains chercheurs suggèrent d'assimiler à l'Homo juluensis dans une perspective scientifique. Certes, cette hypothèse demeure spéculative, mais admettons-la provisoirement et considérons-la comme un fait, ne serait-ce que pour la suite du raisonnement. Deuxièmement, il convient de noter que les Denisoviens se sont métissés avec les ancêtres des Mélanésiens actuels. Ces populations, établies de la Nouvelle-Guinée aux îles Fidji, possèdent entre 4% et 6% d'ADN d'origine dénisovienne. Vous ne portez peut-être pas ces gènes en vous, à moins d'avoir fait un test, bien entendu. Mais l'élément essentiel à retenir est que certains humains modernes partagent
bel et bien un héritage génétique avec les Denisoviens ou l'Homo juliensis, ou la famille des grosses têtes, si vous préférez. Maintenant que tout cela paraît plus tangible, examinons étape par étape comment cela s'est produit. Les chercheurs ont identifié ces anciens humains, appelés Denisoviens, à partir de vestiges squelettiques découverts en Sibérie. Ces populations ont coexisté avec les humains modernes et se sont hybridées avec eux, ajoutant une nouvelle dimension à notre compréhension de l'évolution humaine. Baptisés d'après les grottes sibériennes où leurs fossiles ont été mis au jour, les Denisoviens auraient parcouru de vastes territoires à travers l'Eurasie. Les indices archéologiques suggèrent que l'homme de Denisova a cohabité avec l'homme de Néandertal et interagi avec les premiers Homo sapiens il y a probablement un peu plus de 50 000 ans. Une équipe scientifique est parvenue à séquencer intégralement leur génome en analysant l'ADN nucléaire extrait du fragment osseux d'un doigt. Cette découverte met en évidence l'existence d'au moins 4 groupes humains distincts à l'époque où les Homo sapiens anatomiquement modernes ont entamé leur migration hors d'Afrique. Aux côtés des humains modernes et des Néandertaliens, il faut désormais compter les Denisoviens ainsi qu'une autre petite espèce humaine d'Indonésie, souvent surnommée le Hobbit, dans notre récit évolutif. Une question demeure. Pourquoi retrouve-t-on des gènes dénisoviens principalement chez les Mélanésiens modernes, alors qu'ils sont absents des autres populations eurasiatiques? Vous vous souvenez de ces 4 à 6%? Une hypothèse avance que les contacts entre les Denisoviens et les premiers Homo sapiens furent limités et de courte durée, notamment lorsque ces derniers traversèrent l'Asie du Sud-Est en direction de la Mélanésie. Les scientifiques avancent que seule une poignée de Denisoviens aurait pu se mêler à un groupe plus vaste d'humains modernes. Cette hypothèse pourrait expliquer comment les gènes denisoviens se sont intégrés à notre patrimoine génétique, malgré la rareté présumée de ces rencontres. Bref, plus les chercheurs creusent dans notre passé, plus ils mettent au jour des découvertes fascinantes sur nos ancêtres. Prenez les Néandertaliens, par exemple. Saviez-vous qu'ils étaient à l'origine de la toute première œuvre d'art jamais réalisée? En effet, une étude menée en 2018 sur l'art pariétal en Espagne a révélé ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus anciennes créations artistiques connues. On pensait autrefois que les Néandertaliens ne possédaient pas les capacités cognitives nécessaires pour l'art, mais il s'avère qu'ils en étaient en réalité des pionniers. Non seulement ils ont produit des œuvres, mais ils semblent aussi avoir inventé les hashtags plusieurs millénaires avant Chris Messina en 2007. Bon, j'exagère un peu, mais vous comprendrez bientôt pourquoi on parle ici de hashtag. Les peintures découvertes dans plusieurs grottes d'Espagne comprennent des pochoirs de main, un motif en forme d'échelle et divers autres tracés. Jusqu'à récemment, on attribuait ces œuvres aux premiers humains modernes, mais de nouvelles analyses suggèrent qu'elles sont bien plus anciennes qu'on ne le pensait. Plus marquant encore, la plus ancienne œuvre néandertalienne reconnue, qui évoque un hashtag, a été mise au jour à Gibraltar en 2014. Pour se rencarder sur ces œuvres, les chercheurs ont eu recours à des techniques de pointe basées sur eHarmony et Match.com. Oups, pas ce type de rencard. En réalité, ils ont utilisé des radioisotopes d'uranium et de thorium au lieu de la traditionnelle méthode de datation au carbone. Une fois les analyses terminées, les résultats ont confirmé que ces peintures avaient environ 65 000 ans, soit 15 000 de plus que les plus anciennes œuvres connues jusqu'alors en Indonésie. À cette époque, la seule espèce présente était celle des Néandertaliens, ce qui ne laisse guère de doute quant à leur rôle dans ces créations. Les humains modernes ne sont arrivés en Espagne qu'environ 23 000 ans plus tard, un sacré détour, ce qui les exclut d'emblée comme créateurs du fameux hashtag. Le pochoir de main semble avoir été réalisé volontairement, l'artiste ayant préparé le pigment avant de l'appliquer sur sa propre main. Par ailleurs, les grottes renferment aussi une collection de coquillages peints, dont l'âge stupéfiant est estimé à 115 000 ans. Certains ont même été percés, laissant penser qu'ils servaient peut-être de parure. D'après certains spécialistes, le fait que les Néandertaliens aient réalisé des productions artistiques laisse entendre qu'ils possédaient peut-être aussi une forme de langage oral. Peut-être serait-il temps de reconnaître pleinement leur place dans notre lignée. Après tout, eux aussi étaient humains, simplement une autre branche de notre arbre généalogique. Bien que ces découvertes soient fascinantes, les experts restent prudents face aux nouvelles techniques de datation, estimant qu'elles ne sont pas encore totalement convaincantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pouvez-vous imaginer que tous les êtres humains d'aujourd'hui sont issus seulement d'un millier de personnes? Il y a quelques 800 à 900 000 ans,
La quasi-totalité de nos ancêtres ont disparu, ne laissant derrière eux qu'un petit pourcent de la population. Que s'est-il donc passé? La Terre connaît de fréquents cycles glaciaires. Nous appelons ça des périodes glaciaires. Autrefois, ces périodes étaient plutôt douces et se produisaient avec régularité, environ tous les 41 000 ans. Les périodes glaciaires sont liées à l'axe de la Terre. Notre planète étant légèrement inclinée, son axe n'est pas droit. Au fil des millénaires, cette inclinaison s'est légèrement modifiée. Ce minuscule changement affecte la quantité de lumière solaire que nous recevons, en particulier au pôle, et entraîne des épisodes de refroidissement ou de réchauffement d'une intensité inouïe. Il y a environ 2,6 millions d'années, lorsque les premiers hommes se sont établis sur Terre, l'époque du Pléistocène a commencé. C'est l'époque que nous appelons traditionnellement l'âge de glace, comme dans les films. De grandes nappes glaciaires recouvraient certaines parties de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. La glace n'était pas partout tout le temps. Ces cycles glaciaires allaient et venaient, et il arrivait que les nappes fondent temporairement. Mais dans l'ensemble, les conditions étaient beaucoup plus froides qu'aujourd'hui. Nous pouvons encore en voir la preuve. Les glaciers ont creusé des vallées et laissé derrière eux des formations impressionnantes telles que des moraines et des fjords. Et comme le niveau de la mer était très bas, une grande partie du monde était constituée de terre. Cela a permis aux hommes et aux animaux de voyager entre les continents et de se répandre partout. C'était l'époque de la mégafaune. Vous l'avez découverte au cinéma. Mammouths, laineux, félins à dents de sabre, paresseux géants et mastodontes. Nos ancêtres passèrent leur temps à chasser tous ces géants. L'homme n'est pas issu d'une seule lignée, ce n'est pas comme si les singes s'étaient lentement transformés en humains. Nous sommes constitués de différentes espèces, Homo erectus, néandertalien, etc. Mais une seule espèce, Homo sapiens, a survécu et est devenue l'homme moderne. Les conditions difficiles nous ont obligés à devenir plus intelligents. Nous avons appris à fabriquer des outils, des vêtements et des abris pour survivre. Nous sommes devenus des chasseurs-cueilleurs et nous avons inventé le feu, qui s'est avéré très utile au cours de la période glaciaire. Et oui, mais un grand changement inattendu allait survenir. Un événement désastreux s'est produit il y a environ 850 000 ans. Les humains ont dû faire face à un effondrement démographique majeur. Seules 1280 personnes ont survécu. Environ 99% des premiers humains ont été anéantis. Et nous descendons du petit pourcent qui a survécu. Cette quasi-extinction est, sans surprise, imputable au climat. Il s'agit de la transition du Pléistocène moyen. L'orbite de la Terre autour du Soleil s'est légèrement modifiée. Les niveaux de carbone ont chuté, beaucoup de choses se sont passées, et le climat de la Terre s'est emballé, devenant incroyablement froid et sec. Les mers sont soudainement devenues plus froides, et l'Afrique et l'Eurasie ont connu d'horribles périodes de sécheresse. Il était presque impossible de trouver de la nourriture. Les scientifiques ont appris tout ça en prélevant l'ADN d'environ 300 000 personnes dans le monde entier. Ils ont utilisé une nouvelle méthode qui leur a permis de retracer l'histoire de l'évolution humaine sur 1 million d'années et d'en apprendre davantage. Il n'est pas étonnant que l'on ne trouve pratiquement aucun fossile de cette époque. Il n'y avait presque personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, la plupart des singes avaient 24 paires de chromosomes. Mais lorsque la population s'est réduite, 2 des paires ont fusionné et nous nous sommes retrouvés avec seulement 23 paires. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous a séparés des autres singes. Les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans ont tous 24 paires de chromosomes. Mais notre chromosome fusionné est devenu le chromosome humain. Comme un effet d'entraînement, cette petite chose a influencé notre cerveau, puis nous avons commencé à marcher sur 2 pieds et nous avons inventé le langage. Il a fallu aux humains environ 100 000 ans pour se remettre de cette catastrophe. Ce n'est qu'après tout ce temps qu'ils ont recommencé à se répandre. N'est-ce pas incroyable que nous soyons passés de 1000 à 8 milliards d'individus ? Quoi qu'il en soit, l'ère glaciaire a finalement pris fin il y a environ 1700 ans. Une période plus chaude, appelée Holocène, a commencé. Avec le réchauffement, les civilisations humaines ont enfin pu se développer. Il y a 5000 ans, c'était l'Égypte ancienne, puis la civilisation de la vallée de l'Indus, la Chine ancienne, et bien d'autres. Bien que nous ayons prospéré pendant un certain temps, un problème demeure. La transition du Pléistocène moyen a modifié la durée et l'intensité des cycles glaciaires. Avant la transition, il y avait bien des ères glaciaires, mais le froid était plus doux et les cycles plus courts. La Terre se couvrait d'un couche de glace tous les 4000 ans environ. Mais après la transition, les périodes glaciaires sont devenues plus longues et plus rigoureuses.
Les cycles ont changé. Ils se produisaient tous les 100 000 ans, mais ils étaient très intenses. Les nappes glaciaires se sont agrandies, s'étendant même vers le sud. À partir de maintenant, les périodes glaciaires, qui continueront à se produire, seront donc un peu différentes. La prochaine devrait avoir lieu dans environ 50 000 ans, peut-être plus tard. Et le plus tard sera le mieux, mais en même temps, les conséquences seront beaucoup plus graves. Ce qu'ont vécu nos ancêtres s'appelle un goulot d'étranglement démographique. C'est ainsi que l'on appelle une réduction soudaine et importante de la taille d'une population. Cela se produit généralement à la suite de tremblements de terre, d'inondations ou de sécheresses, d'incendies et même d'actions humaines. Seules quelques personnes survivent, et elles seules peuvent transmettre leurs gènes aux générations futures. Et de tels goulots d'étranglement, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Notre espèce moderne, l'Homo sapiens, vivait à l'origine en Afrique. Il y a environ 60 à 80 000 ans, un petit groupe d'entre eux a quitté l'Afrique et s'est répandu dans le monde entier. Ce n'était pas sur un coup de tête. Ils ont dû se déplacer en raison des sécheresses et des énormes problèmes climatiques que connaissait l'Afrique à l'époque. Ils sont partis à la recherche de nourriture et ont trouvé de nouveaux lieux de vie. Ils ont traversé le Moyen-Orient, puis l'Europe et l'Asie, avant d'atteindre l'Australasie et les Amériques. Ils se sont rapidement installés sur différents continents et ont commencé à se mélanger avec les espèces autochtones, comme les Denisoviens et les Néandertaliens. Mais il y a eu un problème. À l'origine, les espèces africaines étaient extrêmement diversifiées sur le plan génétique. Mais comme seule une petite partie d'entre elles est partie s'installer ailleurs, la plupart de ces gènes n'ont pas pu être disséminés. Et cela a provoqué un goulot d'étranglement pour tout le monde. Les espèces semblables à l'homme qui virent ensuite le jour dans d'autres parties du monde se mirent à présenter une moins grande diversité génétique. Leur patrimoine génétique étant plus restreint, elles sont devenues plus vulnérables à diverses substances. La population africaine a également connu une baisse de sa diversité génétique. Mais au moins, les humains ont réussi à survivre. Toutefois, les populations non africaines ont fini par chuter et les Néandertaliens et les Denisoviens ont disparu. Il n'est plus resté que nous, les Homo sapiens. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que tous les hommes modernes sont originaires d'Afrique. Les premiers hommes ont eu la vie dure. Il y a environ 74 000 ans, ils ont subi une nouvelle catastrophe, la catastrophe de Toba. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il n'est pas certain que cette catastrophe se soit réellement produite. En fait, les scientifiques pensent qu'il y a eu une super éruption volcanique sur le site actuel du lac Toba, à Sumatra, en Indonésie. Cette éruption aurait été absolument catastrophique pour le climat et pour l'homme. Ce fut l'un des événements volcaniques les plus puissants de ces 2 derniers millions d'années. Le volcan aurait craché entre 3 et 6 000 km3 de lave et de matière volcanique. Pour mémoire, il y a environ 13 000 km3 d'eau dans toute l'atmosphère de notre planète. C'est dire si ça faisait beaucoup de lave. Cette terrible catastrophe a entraîné la formation du lac Toba, un immense lac de caldeira à Sumatra. Des tonnes de cendres et de dioxyde de soufre ont également été rejetées dans l'atmosphère. Cela a provoqué ce que l'on appelle un hiver volcanique. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas vraiment l'hiver, les températures chutent et la planète gèle parce que tous ces nuages de cendres empêchent la lumière du soleil d'atteindre la Terre. Cet événement a affecté les schémas climatiques pendant des années, voire des décennies. Il a aussi très probablement accéléré l'arrivée du cycle glaciaire suivant. Heureusement, les êtres humains sont très doués pour survivre. La population humaine mondiale a été réduite à quelques milliers de personnes une fois de plus, et ils ont tout de même réussi à surmonter cette épreuve.